Bienvenue dans Gold Talks, l'espace où nous prenons le temps de comprendre l'histoire, l'économie et les réalités profondes de l'Afrique. Avant l'indépendance, le territoire que nous connaissons aujourd'hui comme le Ghana s'appelait la Gold Coast, un nom hérité de la période coloniale britannique. Mais lorsque le pays devient indépendant en 1957, sous l'impulsion du leader indépendantiste Kwame Nkrumah, une décision symbolique est prise, donner au pays un nom qui reflète une histoire africaine la plus ancienne et la plus ambitieuse. Le choix se porte alors sur Ghana, en référence à un grand empire ouest-africain qui symbolisait puissance, organisation et prospérité, un nom chargé d'histoire et tourné vers l'avenir. Avant que le Ghana s'appelle Ghana, on disait la Côte de l'Or. Mais franchement, à la fin du XVIIe siècle, c'était plus la Côte du Deal. Et ça, tu savais pas. Tu savais déjà que les rois et les commerçants africains avaient déjà flairé le bon plan. De l'or, du morphine, des esclaves et tout ça partait vers les bateaux européens. Et en échange, ils recevaient des fusils, des tissus colorés et des tonneaux d'eau de vie. Bref, le premier e-commerce sans Wi-Fi. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que tout le monde voulait être partenaire exclusif des Blancs. Les Ga, les Fante, les Akwamu, les Denkira. C'était Game of Thrones version afro-tropicale. Un jour, t'es allié des Hollandais, le lendemain, t'es pote avec les Anglais et le surlendemain, tu les attaques. Même les Européens s'y perdaient. Attends, on est ennemis aujourd'hui ou partenaires? Et pendant ce temps, les peuples de l'intérieur disaient « Nous aussi, on veut commercer ». Mais les royaumes côtiers répondaient « Non merci, c'est notre business ça ». Ils bloquaient les routes, gardaient les entrées des ports et parfois inventaient des histoires pour faire peur aux voisins. Genre, ne descendez pas vers la mer. Hein. Les Blancs là, ils ont des têtes d'oiseaux. Ils mangent les hommes et ils transforment les enfants en tonneaux de rhum. Et pendant que tout le monde flippait, eux, ils étaient en bas, tranquilles, en train de siroter le rhum des soi-disant monstres. Vous êtes sérieux là? Alors oui, la Côte de l'Or, c'était pas juste le Ghana avant l'heure. C'était le premier show business africain où la concurrence, la politique et la rumeur marchaient main dans la main. Des fois glaive contre lance et sorcellerie. Docteur Maman, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Gold Talks. Merci beaucoup, cher ami. Je pense que le plaisir est partagé. Pourquoi les puissances européennes ont-elles nommé ce territoire Gold Coast? Était-ce descriptif ou stratégique? Je pense que la Gold Coast, que nous appelons aujourd'hui Ghana, était un pays qui regorgeait d'or. Et l'or faisait partie de leurs échanges commerciaux. Et donc, les Occidentaux ou bien les colonisateurs ont toujours pris certaines réalités locales, comme le ferment ou bien le soubassement des dominations des territoires qu'ils ont conquis. Donc je pense que c'est par rapport à ça que le Ghana s'appelait à ce moment Gold Coast, parce que l'or faisait partie des principaux produits d'échange de ce territoire. Tout comme la côte d'Ivoire, Ivory Coast, la côte d'Ivoire à cause des éléphants, et donc la corne de l'éléphant faisait partie des échanges commerciaux. L'or était-il réellement la seule richesse structurante de l'économie de l'époque? Ce n'était pas la seule richesse, mais c'était la plus visible parce que l'or était un produit précieux. Et il n'était pas donné à n'importe quel pays de disposer de l'or. L'or ne se retrouve pas dans n'importe quel pays. Donc si un pays l'a, il s'enorgueillit. Et je pense que c'est une fierté. Si vous avez la possibilité de tirer un nom ou d'affirmer une certaine fierté basée sur une matière première précieuse qui est plus précieuse que toutes les autres, je pense que vous n'allez pas hésiter. Et je pense que c'est le cas du Ghana. Au-delà des discours classiques, quel rôle économique précis la traite négrière a-t-elle joué dans l'organisation du territoire? Il faut dire qu'en Afrique, il y a des royaumes qu'on appelle les royaumes esclavagistes. Le royaume de Gilji au Togo, c'est un royaume esclavagiste. Le royaume de Dahomey, c'est un royaume esclavagiste. Le royaume Ashanti, c'est un royaume esclavagiste.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un royaume qui a basé sa richesse sur plusieurs activités commerciales, dont la vente des nègres. Et la vente des nègres faisait partie des principales activités commerciales, des principaux secteurs pourvoyeurs de fonds du royaume. Et donc le royaume Ashanti, dont le roi sera vaincu. Et donc dans la défaite du roi va conduire à l'occupation du territoire qui va s'appeler Gold Coast. C'est un territoire où ce royaume vraiment a basé ses richesses sur la vente des nègres et également sur la vente de l'or. Donc la traite négrière a été pour la Gold Coast aujourd'hui, ou bien pour le royaume Ashanti d'alors, l'une des sources de renflouement de leur caisse, parce que le royaume, pour sa prospérité, a besoin de disposer donc des ressources financières assez renouvelables, stables et renouvelables pour pouvoir aider le roi à gouverner les territoires aussi immenses qu'il a conquis. Donc, les captifs sont des produits négriers à vendre. Les vaincus, parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que quand on parle d'un royaume ou d'un empire qui a été vaste, c'est au détriment des conquêtes, des guerres de conquête. Et tous ceux qui sont vaincus enlèvent les troupes parmi eux, et d'autres, certains sont recrutés comme soldats pour aider à poursuivre les conquêtes, d'autres sont faits prisonniers et donc ils sont considérés comme des produits négriers à vendre. Il y en a qui sont sacrifiés. À l'époque du royaume de Dahomey, quand le roi Béhanzin avait un hôte de marque, la façon pour lui de montrer qu'il était un roi, qui est très, donc un grand roi, un conquérant, c'est de faire donc défiler son hôte à travers une allée dont les deux côtés sont ornés par des corps d'hommes, des cadavres de captifs, des cadavres d'esclaves sous forme de mâts qui constituent une haie, des cadavres de gauche à droite. Et c'est ça qui montre la grandeur du roi, qu'il a beaucoup d'esclaves et qu'il peut en sacrifier certains pour montrer sa grandeur à son hôte. Les Occidentaux ont vite fait de considérer ça comme une barbarie. Et c'est l'un des alibis qui les a conduits à assassiner le roi, parce qu'on l'a accusé de faire des sacrifices humains. Alors peut-on considérer que ce nom réduisait un espace complexe à une simple ressource commerciale? Oui, je pense que on peut le dire ici, à partir du moment où la Gold Coast, c'est pas tout le territoire ne se résume pas à la côte. Bien évidemment, au nord, il y a des populations qui n'ont rien à voir avec la côte. Donc il y a des populations qui sont très loin de la côte, qui n'ont jamais eu de contact avec la côte, qui ne savent même pas s'il y a un océan. Parce qu'il faut le dire, il y a des populations qui sont dans des zones très loin des côtes et qui n'avaient aucune connaissance de l'existence de la côte, contrairement aux peuples côtiers qui puisaient même l'essentiel de leurs ressources et de leurs revenus de la mer. Quand on prend les Fanti au Ghana là-bas, qui sont des véritables nageurs, les Minas sont d'origine Fanti. Ils viennent de Elmina. Suite à une guerre, les Minas ont quitté Elmina pour venir s'installer en Europe. C'est eux qui ont fondé la ville d'en Europe. Donc, c'est des nageurs. Et c'est ceux-là qui ont été les premiers à avoir contact avec l'Occident, avec les Occidentaux. Ils ont servi de porteurs, ils ont servi de portefeuilles, ils ont servi de traducteurs, ils ont servi de contremaîtres. C'est eux qu'on appelait entre guillemets les évolués. Quand personne ne savait lire écrire, quand personne ne connaissait qu'il y a un homme blanc, et ils avaient un contact avec l'homme blanc.
un contact précoce avec l'homme blanc. En 1957, sous l'impulsion de Kwame Nkrumah, le pays devient Ghana. Peut-on parler d'un geste de rupture politique assumé? Oui, c'est un geste de rupture politique assumé. C'est une affirmation forte de la souveraineté d'un État qui vient d'être indépendant. Rompre avec le non colonial et également s'inscrire dans une volonté régionale et régionaliste. Parce que Kwame Nkrumah, c'est l'un des pivots du panafricanisme. C'est l'un des fervents défenseurs d'une Afrique réunie au sein d'un regroupement ou d'une seule entité, États-Unis d'Afrique. Et pour cela, il fallait pour lui de rompre avec certains principes coloniaux, mais également d'affirmer sa souveraineté en tant que panafricaniste, en prenant comme nom une identité qui est reconnue comme étant l'un des éléments marquants du rayonnement du Moyen-Âge africain. Le Moyen-Âge africain a été dominé par le rayonnement de trois grands empires qui sont l'empire du Ghana, l'empire du Mali ensuite et l'empire du Songhai de Gao. Tous sont nés, grandis et ont atteint leur apogée ainsi que leur déclin sur un espace géographique qui n'est pas très différent. L'empire du Ghana, c'est dans l'actuelle Mauritanie, une grande partie de la Mauritanie et d'autres parties qui sont au Mali et au Niger. L'empire du Mali, c'est une grande partie du Mali, du Sénégal, du Niger, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée. L'empire du Songhai de Gao, c'est presque dans les mêmes espaces, une grande partie du Niger, du Mali et autres. Donc ce sont ces empires-là qui ont fait rayonner le Moyen-Âge africain. Donc la période médiévale africaine a été dominée par le rayonnement de ces empires. Et ces empires ont fait la fierté de l'Afrique noire. Parce que l'Afrique blanche peut s'enorgueillir du grand Égypte ancien, l'Égypte ancienne plutôt. Et l'Afrique noire s'enorgueillit du rayonnement de ce grand royaume médiéval, de la période médiévale. Donc, Kwame Nkrumah fièrement arbore cette dénomination pour la coller à son pays, désormais indépendant, et qui s'affirme comme un État souverain, qui aspire à une Afrique unie, à une Afrique réunie au sein d'une seule entité. C'était son vœu. À votre avis, docteur, pourquoi avoir choisi le nom d'un empire historiquement situé dans une autre zone géographique? Était-ce un choix symbolique fort? Le choix du Ghana à y voir de près, on voit d'abord une similitude. L'empire du Ghana, c'est le premier empire du Moyen-Âge africain. Il a émergé autour du 7e siècle et a atteint son apogée autour du 8e jusqu'au 10e siècle et a connu son déclin au 11e siècle en 1092. Ce royaume était basé sur la richesse de ce royaume était basée sur l'or. Dans l'empire du Ghana, l'or n'était pas seulement une richesse, mais c'est un pouvoir de communication et de rayonnement du roi, de l'empire. Donc, le Ghana qui s'est fait appeler Ghana s'appelait Côte de l'Or. Donc, en voulant rompre avec le nom colonial, on a cherché un autre, mais qui a un fondement historique local, mais qui ne provient pas d'une appellation des concurrents, des colonisateurs, mais qui provient d'une appellation locale qui était le Ghana. Alors, le changement de nom a-t-il contribué à repositionner le pays sur la scène internationale? Je ne pense pas, puisque le Ghana, au temps de Kwame Nkrumah, c'est un Ghana instable.
la période d'indépendance du Ghana a été une période très instable où le président Kwame a fini par être l'objet d'un coup d'État. Après lui, le pays a sombré totalement dans les coups d'État répétitifs avec Bouzia et autres, et ayant même conduit à des actes xénophobes. Les Togolais, par exemple, et les d'autres étrangers ont été chassés du Ghana en 1969. On appelle ça Bouzia. Donc, ce n'est qu'après l'arrivée au pouvoir de John J. Rawlings que le Ghana va renouer avec une certaine stabilité. Et je pense qu'il a mis le pays sur des rails. Et aujourd'hui, ça ne fait que rouler sur des roulettes. Est-ce que le nom contribue à ça? Bon, c'est une fierté parce que c'est un empire qui a régné. Vous allez voir que de plus en plus, les Africains préfèrent prendre des noms historiquement locaux que des noms historiquement venus de l'étranger. C'est pourquoi l'université du Togo, la plus grande université du Togo, s'appelait Université du Bénin. Le Bénin était un royaume qui a rayonné et qui a été très brillant. Et donc, comme nous avons créé notre université en 1975, on a appelé notre université Université du Bénin par rapport au rayonnement que le royaume a eu. L'université est censée être rayonnante à travers les intellectuels qui vont sortir de là. Et ce n'est qu'après que le Dahomey, après la révolution de Kérékou, va changer encore de nom pour devenir Bénin, ce qui va apporter une confusion entre l'université du Bénin qui est au Togo et la République du Bénin qui s'appelait Dahomey. Bon, après, avec la création de l'université de Kara, on a changé de dénomination, je pense, dans les années 2000. On l'appelle aujourd'hui Université de Lomé et Université de Kara qui est à Kara. Mais il y a certaines structures, certaines instances qui ont gardé le nom Bénin. Il y a Cité le Bénin, il y a Village le Bénin et autres. C'est en référence au rayonnement de cet empire. Donc c'est fièrement que les Ghanéens ont choisi ce nom pour affirmer leur souveraineté, mais également pour faire montre du rayonnement de cet empire-là et dont ils ont fait sienne, en fait. Aujourd'hui encore, l'image liée à l'or influence-t-elle l'identité économique du Ghana? Oui, vous n'avez qu'à vous informer un peu du côté du Ghana. Ils ont de l'or comme faisant partie des richesses exploitables, bien exploitées, de façon officielle, mais également de façon artisanale. Si vous allez au Ghana, il y a des cours d'eau dans lesquels les gens vont chercher de l'or de façon artisanale. Tout comme ça se fait au Togo aussi, au niveau d'Agbandi. Si vous voyagez, une fois ça, vous arrivez de voyager à quelques kilomètres de Agbandi, vous allez voir, vous n'avez qu'à observer à votre droite, vous allez voir des nappes d'eau et des crevasses que les gens ont abandonnées après avoir creusé et extrait de l'or de façon artisanale. C'est légion au Ghana. C'est légion au Ghana. Merci docteur pour ces apports très constructifs. Merci, je vous en prie. Je pense que c'est de notre devoir en tant qu'historien de saisir ces genres d'opportunités pour éclairer la lanterne des compatriotes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a étudié l'histoire. Et l'histoire, si on ne t'explique pas, tu vas lire, mais tu ne vas pas comprendre. Il y a toujours une explication derrière une ligne écrite. Et ce sont les professionnels qui sont censés éclairer cette lanterne des populations. Le passage de Gold Coast à Ghana ne représente pas seulement un changement de nom. C'est aussi un acte de réappropriation historique. Un moment où un pays choisit de ne plus être défini par ce que d'autres ont vu sur ses côtes, mais par l'histoire qu'il souhaite lui-même incarner. Aujourd'hui encore, le nom Ghana porte cette ambition.